Tragique incendie dans un hôtel à Paris, 20 morts dont 10 enfants. Les familles logées par la mairie et le SAMU social ont été prises au piège. Le feu s'est propagé rapidement. Plusieurs personnes se sont jetées par les fenêtres. Une cellule d'aide pour les victimes et leurs proches a été ouverte. Obsèques solennelles de Régnier III à Monaco, la douleur visible du nouveau prince et de ses sœurs. Une cérémonie présidée par l'archevêque de la principauté en présence de nombreuses têtes couronnées de chefs d'État. L'entrée en campagne de Jacques Chirac lors d'un débat télévisé face aux jeunes, un plaidoyer pour le oui à la Constitution européenne. L'avenir dira si le chef de l'État a convaincu. Nombreuses réactions politiques, réactions mitigées. 60 000 € de dette à cause du Rapido. Ce jeu mis en place en 1999 provoque une véritable dépendance chez les joueurs au point qu'une association s'inquiète de ces mordus qui risquent plus gros qu'ils ne le croient. Et puis la mode avec une exposition consacrée au couturier Yamamoto. Depuis les années 80, le japonais est le maître du volume et du vêtement déstructuré. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, un terrible incendie a ravagé la nuit dernière en plein centre de Paris. Un hôtel à vocation sociale qui abritait essentiellement des familles placées par la mairie de Paris. L'immeuble de 6 étages s'est transformé rapidement en brasier avec un seul escalier impraticable. Prise au piège des flammes, plusieurs personnes se sont défenestrées. Le bilan a évolué à la hausse tout au long de la journée. 20 morts, la moitié sont des enfants. Loïc Delamornay, Gilles Marinet, Marion Pilas. Les pompiers espèrent que ce sera le dernier. Il a fallu attendre le début d'après-midi pour que les secouristes dégagent le 20e corps. Le bilan n'est encore que provisoire. D'autres victimes reposent peut-être dans les étages calcinés, mais certains recoins sont encore trop dangereux pour que les pompiers s'y hasardent. Ils ont pris suffisamment de risques la nuit dernière. Il est 2h30 du matin, le feu gagne du terrain, c'est la course contre la montre. In extremis, ce pompier a le temps de sortir un bébé des flammes. Mais il y a ceux qui se retrouvent acculés sur le toit, appelant à l'aide. D'autres hurlent aux fenêtres pour qu'on les asperge d'eau. Et malheureusement, devant le brasier, certains occupants n'ont pas pu attendre et n'ont eu d'autre choix que celui de se jeter dans le vide. La première scène que j'ai vue, c'était une dame qui se jetait, je ne me souviens plus du troisième ou du deuxième, se jetait flamme par terre, quoi. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a une autre personne, elle a jeté son fils, un bébé, quoi. On sait désormais que le feu s'est déclaré au premier étage de l'hôtel et qu'il a rapidement gagné les niveaux supérieurs, transformant la cage d'escalier en cheminée et bloquant toute retraite. Un bilan qui malheureusement est je dirais, connu dans ce type d'intervention, en pleine nuit dans un hôtel, un seul escalier, une façade aveugle à l'arrière, condamne les personnes assez rapidement dès lors que les fumées se propagent dans les étages supérieurs. Rapidement, le ministre de l'Intérieur et le maire de Paris viennent rendre visite aux blessés, installés aux Galeries Lafayette, transformés pour l'occasion en hôpital de campagne. Tout au long de la journée, une cellule d'aide psychologique va accueillir les familles des victimes qui désespèrent du manque d'informations sur l'état de leurs proches. Depuis 4 h du matin, on n'a aucune nouvelle de nos familles, aucune nouvelle. Vous connaissiez des gens dans cet hôtel? J'ai de la famille là-dedans. Ce soir, les sinistrés ont été relogés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire. L'hôtel de 76 places hébergeait essentiellement des familles d'origine africaine, prises en charge par le SAMU social, mais on ignore toujours le nombre exact d'occupants au moment du drame. Cet hôtel classé de 5e catégorie avait été récemment contrôlé, ses installations jugées conformes. Pourtant, le rapport relevait des dysfonctionnements, mais pas suffisamment graves pour fermer l'hôtel. Des immeubles parfois réhabilités, mais sans offrir toutes les garanties de sécurité. Anne Guéry, Fanny Auvergne. Rien ne s'opposait à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel Opéra. Ce fut la conclusion du contrôle contre les risques d'incendie effectué le 24 mars et signifié aux propriétaires. La commission de sécurité avait passé environ 1 mois. Elle passe tous les 2 ans. Et ils ont contrôlé à partir des caves jusqu'au 6e. Tout est dans les normes. Et pourtant, le rapport du contrôleur relève qu'il faut terminer la révision des installations électriques, qu'il faut supprimer les multiprises, les douilles et les fils volants, enfin qu'il faut aussi terminer l'aménagement de la chaudière à gaz. Le propriétaire s'est engagé alors à suivre ces recommandations, en échange de quoi on n'a pas fermé son hôtel, on connaît la suite. Voici à quoi ressemble un hôtel aux normes de sécurité, 26 familles y sont logées. Il y a des détecteurs de fumée, des portes coupe-feu, il y a un extincteur sur le palier. C'est le minimum, le reste est insalubre.
La ville de Paris a racheté 423 hôtels afin de les réhabiliter et met en place avec l'État une réglementation plus stricte en matière de sécurité. Une réglementation qui, pour l'instant, selon les experts, présente des failles. Les couloirs, les restaurants des hôtels sont soumis à une réglementation. Par contre, les chambres ne sont pas soumises à une réglementation parce que c'est un lieu privé. Du coup, les chambres peuvent contenir des matériaux très inflammables, pas de contrôle exigé. En France, il n'existe actuellement aucune réglementation concernant le mobilier, notamment les meubles rembourrés. Dans les meubles rembourrés, j'entends par là les canapés, les fauteuils, les tissus, etc. Pour l'hôtel Opéra, une chose est sûre, les contrôleurs avaient aussi demandé aux propriétaires d'apposer dans chaque chambre un plan indiquant les dégagements à utiliser en cas d'incendie. Pas sûr que ces plans aient été affichés. Les obsèques du prince régné à Monaco sont de la marche funèbre de Beethoven. S'est déroulée la procession menant du palais à la cathédrale où a eu lieu la messe des funérailles auquel assistaient aux côtés de la famille princière des dizaines de têtes couronnées et des dirigeants politiques. Thierry Curtet. Aux armes du prince, aux couleurs de la principauté, l'étendard recouvre le cercueil de Régnier le III. Le deuil est tombé sur Monaco. Il quitte son palais pour l'ultime voyage, au rythme lent de la marche funèbre de Beethoven. Le cortège emprunte les ruelles de la principauté. Caroline et Stéphanie entourent Albert, les traits compassés. Odin, le fidèle Griffon, est de ce dernier hommage. Un dais violet habille l'intérieur de l'édifice. Le cercueil est déposé au centre de la nef. 60 délégations ont pris place sur les bancs. Le couple présidentiel français aux côtés du couple royal espagnol, le roi des Belges, l'impératrice d'Iran. À Monaco, le catholicisme est religion d'État. Andrea, le fils de Caroline, accomplit le rite de la lumière repoussant les ténèbres. Il allume les cierges autour du catafalque. Dans une longue homélie, l'archevêque rappelle l'œuvre du prince défunt. Sous son règne, Monaco est devenu membre de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et de quantité d'organismes internationaux. Grâce à sa ténacité, la principauté est aujourd'hui un État moderne que l'ensemble des nations du monde reconnaît pour son dynamisme et sa sagesse. Régnier ne quittera plus la cathédrale. Il fut fait selon ses vœux. Le prince repose aux côtés de Grace Kelly dans la crypte. Désormais, le prince régnant de Monaco s'appelle Albert II. Et tout Monaco était en deuil, ses rues désertes. Pendant les obsèques du prince, de nombreux fidèles ont suivi la cérémonie dans d'autres paroisses sur écran géant. Ce soir, une nouvelle cérémonie a eu lieu dans la cathédrale. Chacun partage la même tristesse. Olivier Théron, Frédéric Cerulli. Dans la lumière de l'aube, Monaco se réveille. Ce matin d'obsèques, près de 4 heures avant la cérémonie, les monégasques par petits groupes, en tenue de deuil, se retrouvent au pied du rocher. Ils seront une centaine à monter faire une haie d'honneur au cercueil de Régnier III. Je crois qu'on lui doit bien ça de monter. Lui rendre un dernier hommage et l'accompagner à sa dernière demeure. Je l'ai de bonne heure pour pouvoir voir passer le cercueil de plus près. Sur la place du Palais, l'attente commence, éprouvante pour certains, mais la gratitude atténue la fatigue. Nous sommes dans une peine profonde d'avoir perdu notre père spirituel, notre guide. Et donc, dans ces circonstances, nous sommes montés un petit peu avant l'heure. Autour du rocher, les quartiers de Monaco sont comme frappés par une méchante fée. Silencieux et vide. Le cortège de Jacques Chirac, arrivé en hélicoptère, passe en trombe. Beaucoup de Monégasques sont restés chez eux pour regarder les obsèques avec les têtes couronnées dans l'intimité de leur salon. J'ai beaucoup de peine pour les enfants aussi. La princesse Stéphanie, bon les autres aussi, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que plus c'est sa préférée. Plus la princesse parce qu'elle était très proche de son papa. À l'heure où la cathédrale se remplit de personnalités du monde entier, dans les églises de la principauté, les Monégasques se retrouvent pour vivre ensemble la douleur de ce moment. Face aux écrans géants à Sainte-Dévote ou à Saint-Nicolas, ils sont debout et en pleurs. Je tenais à être là pour témoigner mon affection à ma patrie et puis à mon prince. Et
partager la douleur avec sa famille. Ce soir, les monégasques se sont réappropriés le rocher. Une nouvelle messe, la même qu'à midi, vient d'être dite. Elle leur est destinée pour qu'ils puissent une dernière fois communier avec leur souverain décédé. Partons pour Rome, où les cardinaux se préparent au conclave qui débutera lundi prochain. En attendant la fameuse fumée blanche qui annoncera l'élection du nouveau souverain pontife, les pronostics vont bon train et la ville éternelle se partage entre ceux qui plaident pour un pape progressiste et les autres qui prêchent pour une église plus traditionnelle. Gérard Grisbeck, Romain Potocki. Cela faisait 27 ans que ce n'était pas arrivé. Alors à midi, place Saint-Pierre, chacun voulait immortaliser l'exploit. Des pompiers ont installé une cheminée sur la chapelle Sixtine. C'est par ce conduit que l'on apprendra que le pape a été élu. La rumeur court toujours sur une élection possible du cardinal Ratzinger, très proche de Jean-Paul II. Alors ses détracteurs soulignent les faiblesses du pontificat. Une église trop centralisée et un activisme qui n'a pas su enrayer la chute de la pratique religieuse, malgré le charisme de Jean-Paul II. Chaque pape a son charisme. Jean XXIII avait le charisme de la bonté, de la paix, de la miséricorde. Paul VI, le charisme de l'intelligence. Et Jean-Paul II, le charisme de la communication. Est-ce que le prochain pape n'aura pas le charisme du silence, c'est-à-dire de restituer la parole à l'Église entière? Un pape moins médiatique, plus à l'écoute de son Église, plus présent au Vatican qu'à l'étranger, c'est le credo des adversaires du cardinal Ratzinger. Le nom que choisira le futur pape sera bien sûr une indication de son orientation. Jean-Paul III serait une volonté de continuité, un autre nom, un désir de rupture. Et en Grande-Bretagne, l'élection du prochain pape fait les beaux jours des bookmakers et la cote des papabili, donnés favoris ou outsiders, varie de jour en jour. Les paris portent également sur le nom du prochain pape, Jean-Paul, Benoît, Pie ou Pierre. Enfin, paris également sur la durée du conclave. Tout est bon pour jouer et miser. Laurent Boussier. Le cardinal allemand Joseph Ratzinger à 4 contre 1, le cardinal français Jean-Marie Lustiger à 4,5 contre 1. Voici donc depuis 24 heures les papabili favoris des bookmakers britanniques. Parier sur le prochain pape, comme parier sur les courses, les mariages princiers ou le temps qu'il va faire demain, une tradition de longue date en Grande-Bretagne, une tradition qui permet à chacun de s'exprimer en espérant gagner de l'argent. Je mets tout mon argent sur Arinze car ce serait bien d'avoir un homme noir à la tête de l'église pour changer. Je parie 30 €. 6 contre 1. Chez William Hill, l'une des 3 plus grosses maisons de paris britanniques, Francis Arinze, cardinal nigérian, est ce soir le 6e outsider. Mais plus que le choix des parieurs, ce qui étonne, c'est leur nombre. Dans les boutiques en Grande-Bretagne ou de l'étranger par Internet, depuis lundi, c'est l'affluence. On a ouvert les paris lundi. Depuis, l'intérêt n'a fait que croître. Déjà, on a eu 2 ou 3 favoris. On est assez optimiste. D'ici qu'on connaisse le nom du prochain pape, notre société aura réussi à gagner 150 000 €. 1 500 € sur Monseigneur Lustiger, c'est pour l'instant le pari le plus élevé. La moyenne se situant autour des 5 livres, un peu plus de 7 €. Attention, pour éviter tout problème d'indiscrétion, ces paris devraient s'arrêter au début du conclave dans 3 jours. Une journée particulière pour ce 100e jour de détention de Florence Aubenas et de son guide. Une mobilisation soutenue pour être solidaire et envoyer un message d'espoir. Toute la journée sur notre chaîne est présent dans le coin de l'écran ce chiffre qui marque le triste anniversaire de l'enlèvement de la journaliste de Libération à Bruxelles. Jacqueline Aubenas, sa mère, a participé à un lâcher de ballon à l'image demain de l'opération baptisée Lâchez-les, 100 jours ça suffit. Des lâchers de ballon dans une 50aine de villes de France. C'était donc le 5 janvier que Florence Aubenas et son guide ont disparu à Bagdad. Depuis, il y a eu d'abord le silence, puis cette vidéo le 1er mars, et puis plus rien. Pour la mère de Florence, l'insupportable lenteur du processus qui pourrait aboutir à la libération de sa fille. Florence Bouquia. Le mercredi 5 janvier au matin, Florence Aubenas et son interprète Hussein Hanoun quittent leur hôtel à Bagdad et disparaissent. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un enlèvement. Ces disparitions interviennent 17 jours seulement après le retour des 2 ex-otages, Christian Chesneau et Georges Malbruno. Jacques Chirac conseille aux journalistes de ne plus se rendre en Irak. L'idée de dire c'est une guerre, nous n'y allons plus, est quelque chose d'impensable. Il faut faire un autre métier. Le 10 janvier, lors de ses vœux à la presse, le Premier ministre affirme que l'État mobilise tous ses moyens pour retrouver Florence Aubenas.
À Bagdad, l'ambassadeur de France reprend aussitôt les entretiens avec le comité des oulémas sunnites. Les réseaux des services secrets français sont réactivés. À Paris, les directeurs de rédaction des principaux médias lancent un appel conjoint de solidarité sans précédent. Des portraits géants de Florence Aubenas et de son interprète sont tissés place de la République. Un mois plus tard, 2 vidéos, dont l'une est rendue publique, montrent Florence Aubenas, très éprouvée mais vivante. Elle appelle à l'aide en anglais. Elle s'adresse particulièrement au député Didier Julia. Il n'est pas fait mention du Sénanoun. Aucune revendication n'accompagne cette cassette. Le 3 mars, après avoir publiquement demandé la veille à Didier Julia de coopérer, Jean-Pierre Raffarin écarte le député qui, selon lui, ne possède aucun élément nouveau ni concret. Que nous obtenions sa libération. Si les ravisseurs veulent engager des discussions, qu'ils s'adressent au seul service officiel de la France. Serge July, directeur de Libération, se rend à Bagdad pour 3 jours. Il rencontre la famille du Sénanoun. À la fin du même mois, Matignon et le Quai d'Orsay font état d'informations rassurantes et de preuves de vie. Mais depuis 100 jours, l'absence de Florence Aubenas et du Sénanoun se fait de plus en plus cruelle pour leurs proches. 100 jours durant lesquels la mobilisation n'a jamais faibli. Jacques Chirac, qui à l'instant assure la mère de Florence Aubenas de son affectueuse solidarité. Ceci nous amène au référendum du 29 mai prochain avec l'entrée précisément en campagne de Jacques Chirac hier soir lors d'une émission débat avec des jeunes. Avant d'en venir aux réactions, d'abord ce qu'il faut retenir de ce plaidoyer pour le oui à la Constitution, les grandes lignes avec Véronique Saint-Olive. L'Élysée avait rêvé d'un débat direct pour faire moderne et convaincre le plus grand nombre de voter oui le 29 mai. Les 83 jeunes ont fait autre chose. Face au président de la République, ils ont exprimé leurs inquiétudes pour leur emploi et leurs craintes face à l'Europe. Incompréhension. On a l'impression qu'aujourd'hui on a peur. C'est un sentiment, je ne vous le cache pas, que je comprends mal. Notamment de la part des jeunes qui s'engagent dans la vie et qui devraient précisément ne pas avoir peur. C'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai confiance dans l'avenir et confiance dans la France. Alors Jacques Chirac essaye de déminer pour expliquer que la France profiterait d'une Europe forte et unie et qu'à l'inverse, en votant non, elle bloquerait tout. Seule notre puissance politique, la puissance de la France, aujourd'hui, au sein de l'Europe, parce que la France est un pays qui compte en Europe, nous permet de défendre nos intérêts. Si demain, nous avons voté non, quelle va être la puissance de la parole française? Nous compterons peu, parce que vous aurez en réalité 24 pays qui voteront oui d'une façon ou d'une autre, c'est la plus grande probabilité, et puis le mouton noir qui aura tout bloqué. Mais les jeunes n'en démordent pas. Délocalisation, dumping social, concurrence sauvage, ils ne croient pas que la Constitution censée réguler l'Europe puisse répondre à leurs problèmes. Nous avons un peuple qui peut avoir l'ambition d'être un conducteur et qui risque de se mettre à la remorque. Et je vais vous dire très franchement, je ne le comprends pas et ça me fait de la peine. L'émission s'achève sur ce constat. Alors Jacques Chirac a-t-il gagné son pari d'expliquer pour entraîner le oui? À voir. En tout cas, le président de la République a prévu d'autres interventions dans les 6 semaines qui précèdent le référendum. Un exercice de style qui a provoqué des réactions mitigées. Il y avait la forme, il y avait le fond. L'avenir dira si les arguments du président ont convaincu ou pas. Jacques Chirac qui a tenté, on l'a dit, de dissiper les craintes et les inquiétudes des jeunes avec lesquels il dialoguait. Voyons comment les spécialistes de la communication ont regardé les 2 heures de débat de ce grand oral d'entrée en campagne. Émilie Lançon. L'Élysée transformée en studio, une communication millimétrée et pourtant des imprévus. Comment expliquer Et quand les questions viennent, elles sont souvent très concrètes, trop peut-être, comme celle d'Ève, qui veut savoir si son diplôme d'avocat est reconnu en Europe. Je suis jeune avocate. Je vais tout vous avouer, je ne connais pas exactement le système de reconnaissance européenne concernant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Jacques Chirac, agacé, promet de lui répondre par écrit. Cette fois, c'est Gérald, 23 ans, qui met le président mal à l'aise. Donc moi je suis obligé de travailler pour financer mes études. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? En fait je travaille au noir. Au noir? Pourquoi? Pas de détails, pas de détails.
C'était une plaisanterie, chacun d'entre Bien sûr, bien sûr. Ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire. Aujourd'hui, il y a 50 Le ton change, les visages aussi. Vous l'avez fait. L'exercice se voulait moderne, comme pour le référendum, il y a les pour et les contre. Il est sympa, il a une chemise à carreaux, la pose du corps est bien. Donc dans le marketing politique présidentiel, c'était bien. Mais l'erreur, c'est la forme qui a imposé, au fond, de ne pas passer. C'est une erreur de format d'émission. Et puis, on ne s'improvise pas journaliste. Des 83 jeunes présents sur le plateau, seuls quelques-uns ont posé des questions. Des questions souvent éloignées de la Constitution européenne. Elles exprimaient avant tout un malaise. Enfin, bien sûr, les réactions des tenants du oui et du non, réactions donc de la classe politique, commentaires cassants, élogieux ou embarrassés. C'est selon Alix Bouillaguet, Pauline Revenaz. Hier soir, François Hollande n'était pas devant sa télévision, mais en meeting à Montluçon. Difficile ce matin de trouver un socialiste partisan du oui pour commenter l'émission. Et le seul qui répond présent est sans concession. J'ai trouvé vraiment que par rapport à la conviction profonde, à la foi européenne d'un Mitterrand ou d'un Delors, on a l'impression que c'est un Européen de raison, le président de la République. Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait la même excuse pour ne pas avoir à faire de commentaires, un meeting. À la tribune, il a tout de même parlé hommes politiques et télévision. Si tant de Français se détournent des responsables politiques, c'est parce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'il nous a dit à la télévision, au moins, il le pense? Quant au centriste François Bayrou, il a fini par souligner cet après-midi que ce débat avec des jeunes prêtait à confusion. En revanche, les partisans du non l'attendaient de pied ferme, cette intervention de Jacques Chirac. J'ai sacrifié 2 camarades, je les ai mis devant le poste de télévision. Parce que depuis une semaine, tous les médias nous l'ont dit, ce soir la campagne du oui démarre. Et certains n'auraient manqué pour rien au monde ce tête-à-tête présidentiel. Verdict pour Philippe de Villiers, l'exercice est raté. Il n'y a pas d'argument, c'est un oui poussif, un oui chétif, un oui fatigué. Manifestement, pour les partisans du oui, à gauche comme à droite, la prestation de Jacques Chirac ne devrait pas suffire à inverser la tendance. Ils savent déjà qu'ils vont devoir se retrousser les manches. Un accord concernant les généralistes et les urgentistes est intervenu hier soir, mettant en place un dispositif qui permettra aux médecins libéraux de participer plus largement aux astreintes de nuit, de week-end et de jours fériés. L'assurance maladie et 3 syndicats ont trouvé un terrain d'entente. Romuald Bonan, Gabriel Camière. C'est un cas rarissime en France, un médecin qui comparaît face à des juges pour avoir refusé d'assurer une garde de nuit. C'était il y a à peine un an, Marie-Aude Leouérou, généraliste dans la banlieue brestoise, n'avait pas obtempéré face à sa réquisition par le préfet du Finistère pour effectuer la permanence des soins entre 23h et 8h du matin. Aujourd'hui, la justice lui demande des comptes, mais la généraliste persiste. Pour elle, sa charge de travail hebdomadaire est devenue incompatible avec ses gardes. Je ne le regrette pas, je pense que ça participe aussi au fait de faire évoluer les choses et je pense que je le referai, oui. Ça ne va pas changer ma façon de fonctionner, j'assure la permanence des soins jusqu'à 23h, comme je l'ai toujours fait. Un exemple qui illustre l'extrême difficulté pour organiser ce que les professionnels de la santé appellent la permanence des soins, en clair la nuit, les week-ends et les jours fériés. Mais les 50 € payés aux généralistes pour des astreintes de 12 heures l'expliquent peut-être. Alors pour inciter les médecins à s'impliquer davantage, un nouvel accord vient d'être signé entre l'assurance maladie et 3 principaux syndicats. Pour les volontaires, il prévoit 50 € entre 20h et minuit, auxquels s'ajouteront 100 € entre minuit et 8h et 150 € pour les week-ends et jours fériés, un accord qui ne fait pas l'unanimité. Maintenant que nous sommes dans une logique de volontariat, je ne suis pas persuadé que cette revalorisation suffise pour motiver des médecins à reprendre des gardes de nuit quand ils ont arrêté à 23h. Un accord pour les généralistes qui ne résout pas le malaise des urgentistes en grève nationale depuis 10 jours. Moi je ne fais pas grève pour taper sur le médecin généraliste, je fais grève parce qu'il y a le problème en amont, c'est-à-dire il y a beaucoup, un afflux de patients qui est assez énorme avec des personnes âgées et le problème qu'on a du mal un petit peu à les garder, à les suivre parce qu'on a le problème de lit d'aval, ce qui fait que la permanence des soins au sein de l'hôpital est un petit peu difficile. Des urgentistes qui réclament quand même une meilleure organisation des permanences de soins pour éviter de voir affluer chez eux des patients qui relèvent de la médecine générale. L'assurance maladie qui a décidé de mettre un frein à la consommation et donc à la prescription qu'elle juge excessive de médicaments anticholestérol, des ordonnances qui ne sont pas toujours justifiées pour des médicaments que consomment 5 millions de Français. Laurence Decherf et Isabelle Quintard.
Les médicaments anti-cholestérol vedettes, ce sont eux, les statines. Prescrits pour réduire les risques cardiovasculaires à quelques 5 millions de Français, ils représentent le premier poste de dépenses médicamenteuses. 46 millions de boîtes remboursées pour un coût de plus d'1 milliard d'euros. Objectif de l'assurance maladie, faire une économie de 161 millions d'euros en changeant les pratiques. Nous nous rendons compte dans notre pays que nous avons tendance à commencer les traitements avec des doses relativement fortes, en tout cas le double des doses recommandées. Des doses trop élevées et des prescriptions pas toujours justifiées selon l'assurance maladie. De plus, ces médicaments doivent accompagner un régime alimentaire et non pas le remplacer. Certains patients estiment qu'à partir du moment où ils ont un produit qui va réduire leur cholestérol, ils n'ont pas besoin à côté de faire attention à ce qu'ils mangent, ce qui n'est pas forcément la chose à faire. C'est-à-dire que le médicament effectivement va aider, mais peut-être qu'un régime suivi et consciencieux pourrait éviter le médicament. Pour les généralistes, l'efficacité de ces médicaments est prouvée. Pas question d'être les boucs émissaires, l'économie doit se faire ailleurs. Vous avez votre carte vitale ? On peut peut-être revoir le prix de la boîte de médicaments à la lumière de la diffusion extrêmement importante, non prévisible au départ, de ces médicaments. Et peut-être diminuer le coût pour la sécurité sociale en diminuant tout simplement le prix du médicament qui est largement amorti depuis le temps qu'il est sur le marché. L'arrivée de médicaments génériques en mai prochain devrait permettre de faire jusqu'à 70 millions d'euros d'économies. En Haute-Savoie, Jean-Pierre Raffarin, qui se rendait à Bonneville pour une réunion consacrée à l'emploi, a été chahuté par quelques 200 manifestants, CFDT et CGT, qui dénoncent notamment les délocalisations. Le Premier ministre qui a annoncé que la réforme de la taxe professionnelle serait achevée pour la fin de l'année. À l'occasion de ce déplacement en Haute-Savoie, le Premier ministre a visité une maison de l'emploi qui fait partie du dispositif inscrit dans la loi de cohésion sociale. L'objectif, créer une plateforme, un guichet unique pour faciliter le parcours de ceux qui cherchent un emploi. L'exemple d'Elancourt, Nathalie Moisan, Édouard Perrin. Béatrice Montrouge pousse cette porte tous les jours. Grâce à la maison de l'emploi, elle avait trouvé un poste de vendeuse, mais le dépôt de bilan de son employeur l'a ramenée ici. Dès que ta mère a fini, t'appelles l'entreprise pour avoir le numéro de fax, je te donne. Internet, téléphone, tout est gratuit. Vous avez un site exprès où vous pouvez rechercher les emplois, donc c'est plus facile que la NPE. La NPE, ça prend plus de temps, faut attendre, faut faire la queue et puis ça avance pas quoi. La maison de l'emploi fait le lien avec la NPE, les associations, les organismes de formation. C'est le principe du guichet unique, les démarches sont simplifiées. Et aujourd'hui, Béatrice va profiter de l'expérience d'une ancienne demandeuse d'emploi. Je vous ai réunis parce que Béatrice serait intéressée par le poste que ton patron offre de nouveau. Et puis voilà, donc elle a déjà fait de la vente, de l'encaissement. Car après un apprentissage, Bénédicte Giraud a finalement décroché un emploi de vendeuse dans un bureau de tabac. Mais elle reste en contact avec sa conseillère en cas de problème. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de problème. Pouvoir se confier et dire si quelque chose ne va pas par rapport à l'emploi et à l'employeur. Pour Bénédicte, cet emploi est un premier pas dans le monde du travail, avant de revenir peut-être plus tard à sa formation initiale d'esthéticienne. À terme, la maison de l'emploi devrait s'agrandir, les organismes publics comme la NPE ou les ACD qui tiendront des permanences et même pourquoi pas des partenaires privés. La NPE, elle, va soit prendre quelques personnes en accompagnement individualisé ou dispatcher sur d'autres structures cet accompagnement. Nous, même si c'est le cas, on est toujours l'interface. Plusieurs maisons de l'emploi comme celle-ci existent déjà en France. L'objectif de la loi de cohésion sociale est d'étendre leur réseau et d'en labelliser 300 d'ici à 5 ans. Concernant maintenant le lundi de Pentecôte, travaillé pour la première fois cette année, on retiendra cet appel des principaux syndicats de fonctionnaires à protester contre cette solidarité avec les personnes âgées imposée, disent-ils, aux seuls salariés. Ils parlent d'une journée d'action n'excluant pas la grève, donc le 16 mai prochain. Accident d'autocar dans le Cher, un mort, 2 blessés près de Vierzon. À son bord, essentiellement des personnes âgées qui se rendaient à un pèlerinage à Montpellier. Benoît Bringer et Guillaume Vautrat. Après avoir glissé sur plusieurs dizaines de mètres, c'est dans ce fossé, sur le bord de l'autoroute, que le car a fini sa course. Il était un peu plus de 8h30 ce matin. Sous l'effet du choc, des passagers ont été éjectés. Un homme est mort, il était âgé de 73 ans. 4 personnes sont grièvement blessées. Rapidement, les secours ont installé un hôpital de campagne à quelques kilomètres de là. C'est ici que les blessés légers ont reçu les premiers soins. Je suis sorti par les glaces, il y en a qui étaient tombés derrière. D'abord, il y en a qui était
plié en deux qu'on a remené dedans. Puis après, je suis descendu, il y en avait au pied, on n'a pas touché parce que je suis pas secouriste. Le car transportait 24 passagers. Des personnes âgées pour la plupart, parties 1h30 plus tôt de Tours pour un pèlerinage dans les environs de Montpellier. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce reste de pneus présent sur le bord de la route pourrait être à l'origine de l'accident. Il y a effectivement sur la bande d'arrêt d'urgence une carcasse de bande de roulement de pneumatiques. J'ignore à quel véhicule elle appartient, mais a priori pas cet autocar. C'est ça qui aurait pu provoquer l'accident? C'est une hypothèse de travail qui est avancée également par les enquêteurs. Une chose est sûre, la conductrice âgée de 47 ans n'était pas en état d'ébriété. Choquée, elle est ce soir encore hospitalisée. Dans le car, il n'y avait pas de ceinture. Pour ce modèle déjà ancien, elles ne sont pas obligatoires. Phénomène de société, les accros du rapido, un phénomène récent. Ce jeu mis en place en 1999 compte aujourd'hui plus de 3 millions d'adeptes et un chiffre d'affaires record au point que certaines associations tirent la sonnette d'alarme avec un vrai risque d'addiction. Stéphanie Davoigno, Marc de Laganhagen. François est interdit de casino. Quand il joue, il ne sait pas s'arrêter. Depuis quelques mois, il a trouvé une nouvelle drogue. Le rapido, une sorte de loto dont le résultat s'affiche presque en temps réel sur cet écran télé. On peut y jouer 150 fois par jour. Hier soir, François a coché 16 grilles en moins de 2 heures. Les gains n'étant pas là, j'ai commencé à perdre, 18, 39 en cumulé. 100, puis 140. Voilà. 140 € alors qu'il est au chômage, c'est trop. Vous ne vous posez pas de limite en termes d'argent? Non, effectivement. Ça va dépendre de l'état d'esprit. Ça peut très bien être une grande lucidité, ne pas perdre plus de 10 €, ne pas perdre plus de 50 €, mais généralement non, on ne se fixe pas de limite, quoi. Évidemment, sur les 3 millions de joueurs de rapido, tous ne sont pas aussi accros. Mais après les casinos et les courses, c'est le jeu qui génère le plus de comportements addictifs. Les vrais joueurs passent plusieurs heures hypnotisés par l'écran télé. Ce qui est différent des autres jeux, c'est le côté instantané et très facilement accessible. C'est ça qui fait que, d'une part, ça augmente la possibilité de perte de contrôle, la possibilité de dépendance, et ça va toucher des personnes dont les revenus sont extrêmement modestes. La Française des Jeux s'accommode de la situation, même si désormais, on ne peut pas jouer plus de 1 000 € en une fois. Mais pour la plupart des joueurs, retraités, smicards ou RMistes, 1 000 €, c'est déjà plus que le salaire mensuel. Pour les amateurs de pêche à la ligne, la météo a du bon. L'eau des étangs est à la température qui convient pour faire de vraies prises, comme ces jeunes pêcheurs à la carpe qui pratiquent pour se défendre du stress. En Haute-Marne, Laurent Di, Florence Chalandon. Petit matin sur l'étang de Morimont. Le soleil est à peine levé. Le café pas encore pris, mais déjà il faut retendre les lignes. 600 tout que Baptiste et Lorraine ont posé hier soir. Dans la vraie vie, ils sont infirmiers en psychiatrie, mais là, ils sont en vacances. On a un métier où ça fait beaucoup de bruit, ça bouge beaucoup, on est beaucoup sollicité, alors on est bien là. On est bien. C'est ça qu'on recherche en fait, c'est le calme, pas grand monde qui passe. Ils se sont installés en bivouac pour 3 jours. T'as fait un double anneau, on est tout simple. Ce matin, ils préparent de nouveaux hameçons pour s'occuper, car pour l'instant, après une quinzaine d'heures d'attente, ils n'ont pas encore vu l'ombre d'une nageoire. On a connu plus sportif comme week-end. Là, on attend. Depuis ce matin, ça commence à être long. Heureusement, quelques minutes plus tard... Elle vient. Prépare-toi, Baptiste. Ça y est, le poisson est pris, apparemment un sacré morceau. Elle est grosse, hein, quand même. Alors 10,5. 10,5 kg. C'est une belle bête. Ça va. Plutôt pas mal. D'ailleurs, même le propriétaire de l'étang est venu l'admirer. En fait, ça c'est une carpe commune. Et ça vaut le coup une nuit d'attente pour un poisson comme ça? Ouais. Même une petite, ça fait toujours plaisir en fait. Au moins, les vacances ne seront pas gâchées. Juste une photo pour immortaliser l'exploit et la carpe est remise à l'eau en attendant une éventuelle prochaine rencontre.
Tennis avec ce match à forte sensation. Le numéro 1 mondial, Roger Federer, a été battu cet après-midi par le Français Richard Gasquet, qui a tout juste 18 ans. Il fallait avoir le cœur bien accroché. 3 balles de match sauvées dans le 3e set. La demi-finale aura lieu demain à 15h10, un match diffusé sur France 2. Richard Gasquet affrontera l'Espagnol Rafael Nadal. Nathalie de Rinxin, Nicolas Vinois. Normalement, Richard Gasquet n'est pas un garçon très exubérant. Tout à l'heure, le jeune Français a presque explosé de joie. Ce n'est pas tous les jours que l'on bat le numéro 1 mondial. Cet après-midi à Monaco, Roger Federer a perdu son 2e match depuis le début de l'année. Le public apprécie la performance réalisée par Gasquet, 101e joueur mondial, un garçon plein d'avenir. Je ne réalise pas du tout, j'ai fait mon match, j'ai super bien joué. C'était avec le public ici sur le Central à Monte-Carlo, battre le numéro 1 mondial ici, moi je pouvais pas rêver mieux, c'est ça le mot. J'arrive pas à trouver les mots pour définir ma joie aujourd'hui. Pour arriver à ses fins, Gasquet, ici en haut du cours, a dû sortir le grand jeu. 40 coups gagnants, dont quelques-uns de génie. Malgré la perte de la première manche au jeu décisif, il s'accroche et remporte le 2e set 6-2. Mais Federer n'est pas numéro 1 mondial par hasard. Le Suisse attaque avec succès. Federer a 1 balle de match, puis 2, puis 3. À chaque fois, Gasquet répond à son adversaire. Dans le jeu décisif de la dernière manche, après 2 heures et 20 minutes d'un match acharné et indécis, Gasquet s'offre la plus belle victoire de sa jeune carrière. Et Laure Manodou est devenue cet après-midi championne de France du 400 mètres nage libre. Elle décroche par la même occasion sa qualification pour les championnats du monde au mois de juillet prochain à Montréal. Ce week-end, le golf est à l'honneur avec la 5e édition de Tous au golf, une occasion de s'initier gratuitement sur 250 greens, un sport toujours réputé cher. De plus en plus de jeunes sont attirés par cette discipline. Manuel Tissier, Christophe Vignal. Bienvenue au club. Séance défouloir à l'école de golf de Vilaine, près de Paris. On peut donc se dépenser en jouant au golf, mais c'est juste pour rire. Car la discipline demande avant tout technique et concentration dès le plus jeune âge. Et voilà, c'est ça. On est plus sérieux au golf qu'au foot? Non, il n'y a pas d'âge en fait. Comme tout sport, les gamins, faut pas les forcer, mais très tôt. Hein. Moi, le mien, il a 18 mois, il s'éclate au golf. Hein. Le golf n'est plus seulement le sport des retraités fortunés. 55 000 licenciés ont moins de 19 ans, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Progressivement, les jeunes investissent les parcours. Fluidité, libération, pas de violence. Les tarifs sont de plus en plus attrayants, même s'il est encore possible de faire mieux, selon certains professionnels. Les pouvoirs publics, que ce soit les régions, que ce soit les départements, ne sont pas suffisamment impliqués justement dans le développement du golf. Je trouve ça très dommage parce qu'ils ont des terrains et ces terrains pourraient servir justement au développement du golf et faire du golf quelque chose de très peu cher. Les prix varient beaucoup selon les sites, mais il est possible de jouer tous les jours pour 120 € par mois ou de prendre des cours entre 7 et 19 ans pour 300 € par an. Ce week-end, le golf est gratuit. L'occasion de découvrir de nouvelles sensations. Mais il faut commencer jeune pour réussir un jour à entendre ce son-là. La mode avec une exposition consacrée au couturier Yamamoto. Depuis les années 80, le japonais est le maître du volume et du vêtement déstructuré. Estelle Collin, Sébastien Lafargue. Il n'en revient d'ailleurs presque pas lui-même. Je détestais cette idée, mais pour moi, c'est le bon timing. Ces vêtements dans un musée, lui qui ne voit là que des bouts de tissu, qu'un tas de chiffons. Pourtant, dans le registre des élégances, tout a basculé depuis que Yohji Yamamoto a débarqué. Dans ses défilés, juste le bruit des photographes et ses silhouettes sans sourire, sans déhanchement. Son style, des coupes déconstruites, asymétriques tout en volume. En fait, des chocs visuels empreints de poésie. J'aime l'idée de cacher, j'aime pousser les gens à imaginer le corps qu'il y a à l'intérieur de ces vêtements. Bon, mais pour comprendre, voilà la clé. En 1981, aux robes bien proprettes de l'époque, il répond par des oripeaux de ferme, des manteaux de réfugiés troués, élimés, froissés. Son inspiration, elle est là, dans ces vêtements ethniques, eux aussi souvent lustrés. J'aime le paradoxe de ces vêtements de travail fonctionnels qui, lorsqu'ils sont portés en ville, par exemple, par des hommes ou par des femmes, deviennent beaux et sexy à mes yeux.
En 20 ans, la marque a trouvé son public. Un public qui se reconnaît désormais dans cette mode qui ne fait pas de bruit, qui revendique la pudeur, que l'on appelle désormais l'élégance du silence. La Comédie Française renoue avec la comédie avec 2 pièces et William Christie et son orchestre baroque font partie de l'aventure. Ils ressuscitent la musique d'origine signée Lully. Sophie Jouve, Didier Dain. Il est bien de son temps, c'est le petit nouveau du théâtre français. Loïc Corbery s'apprête non pas seulement à jouer ses premiers rôles, mais aussi à chanter dans 2 comédies-ballets de Molière en vogue sous Louis XIV. On est dans la farce, on est dans la légèreté, mais c'est une pièce qui a été écrite pour ça, pour le plaisir. Une pièce pour donner du plaisir au plus grand roi du monde. Dans l'ouverture de l'Amour médecin, le voilà dans la peau de ce roi soleil, roi mécène, qui impose à Molière et Lully de travailler ensemble. Oh madame, jusqu'à la mort, je n'ai point de plus forte envie que les travaux, et je vais le faire paraître dans ce que vous m'allez voir faire. Drôle de collaboration d'un Lully musicien baroque et d'un Molière sous son visage le plus burlesque. J'ai reconnu que c'était de l'esprit qu'elle était malade, et que tout son mal ne venait que d'une imagination déréglée. Dis tes petites pensées à ton petit papa mignon, courage! Les lieux communs de la farce sont présents, mais il le fait pour aussi dire quelque chose sur la médecine, et plus généralement sur tous ceux qui font commerce de la crédulité humaine. Il vaut mieux mourir selon les règles que d'en réchapper contre les règles. Oh! Une pièce qui à l'époque a rendu les médecins furieux. Mais ravit le roi, amateur de spectacles festifs et carnavalesques. Jouer plusieurs personnages, tout en dansant et en chantant. Un vrai défi pour les comédiens d'aujourd'hui. C'est physique. Donc on transpire, on y va, il y a beaucoup de générosité. Et puis ça fuse, c'est rythmé. Voici donc cet Amour médecin que le public a pu découvrir en 1665. Un Molière Lully entre farce et raffinement qui plaisait autant à la cour du roi qu'au peuple de Paris. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, le point route, Valérie Maurice, puis la météo, Nathalie Riouet. 20h55 PJ. Demain, dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Denis Seznec. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Excellente fin de soirée sur France 2.